En Cisjordanie, il y a un renforcement de l'activité du djihad islamique, surtout dans les grandes villes comme Jenin, Hebron et même Nablus. Et cela, souvent, en coopération avec des éléments extrémistes du Fatah. Et cela met en danger la stratégie du Hamas de prendre dans le futur, après Abu Mazen, le contrôle de l'autorité palestinienne. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eli Carmon. Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un expert en matière de lutte antiterroriste et en particulier au sein de ce que l'on appelle désormais l'université Reichmann. Alors avec vous, je voudrais que l'on essaye de dresser un bilan de cette opération, en particulier en essayant de voir ce que cette opération a coûté au djihad islamique. Est-ce que finalement aujourd'hui le djihad islamique est suffisamment touché pour être neutralisé au niveau de toute opération terroriste contre Israël? Bonjour. L'opération Aurore a été une opération très réussie, tant sur le plan opérationnel, et je dirais même sur le plan stratégique, tenant compte du fait que le chef d'organisation, Zaïd Nakhaleh, se trouvait à Téhéran justement pendant ce jour, et c'est lui qui a mené, disons, l'action stratégique de l'organisation pour le compte des Iraniens, aussi pas seulement pour le compte du djihad islamique. Sur le plan politique même, je crois que ça a été réussi du point de vue d'un gouvernement en transition pendant une période avant les élections, et pour les dirigeants israéliens qui ont mené cette opération, c'était aussi très important. Le djihad islamique n'a pas été anéanti. C'est une organisation assez importante qui a 8 000, 9 000, peut-être 10 000 combattants. On a tué plusieurs commandants importants, surtout ceux qui étaient les chefs opératifs dans les deux régions du sud et du nord de Gaza. Mais une grande partie, d'abord tous les combattants, mais une grande partie même de l'arsenal, qui est aussi un arsenal d'origine iranienne, et quelquefois comparé avec celui du Hamas, encore, je crois, sous terre. Je crois qu'ils n'ont pas tiré beaucoup de missiles de longue portée, justement pour avoir une réserve, comme d'ailleurs l'a fait le Hamas par le passé. Mais il a été au moins touché très sérieusement, et tous les buts qu'ils avaient décidé de tenter de lier la situation à Gaza avec les arrestations et la neutralisation des cellules du djihad islamique en Cisjordanie n'a pas réussi. Et je crois que cela va continuer. On a vu qu'on a arrêté pendant les 2-3 jours du conflit plusieurs dizaines d'autres terroristes de l'organisation, surtout dans la région de Jenin. Je voudrais comprendre la position du Hamas dans cette opération. Finalement, on a vu que le Hamas ne s'est pas engagé comme, d'une certaine manière, il a fait à plusieurs reprises aux côtés du djihad islamique. Là, on a vu un Hamas qui est resté en marge, qui est resté calme et qui n'a pas voulu s'engager. Pourquoi le Hamas n'a-t-il pas voulu s'engager? Est-ce que c'est parce que, d'une certaine manière, il voulait qu'Israël fasse le sale boulot et puis affaiblisse cette organisation qui, d'une certaine manière, peut l'embarrasser parfois dans la bande de Gaza? Oui, il y a plusieurs raisons pour le Hamas. D'abord, le djihad islamique est devenu une force militaire trop importante, un concurrent qui était actif toujours sous les ordres des Iraniens. Il y a même entre Hamas et l'Iran une coopération stratégique, mais ils ne pouvaient pas contrôler le djihad islamique qui avait réussi à s'armer à temps, mais en même temps n'était pas influencé pour la situation de la population civile à Gaza, pour la reconstruction et pour le contrôle de Gaza. Et donc ça, c'était une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'en Cisjordanie, il y a un renforcement de l'activité du djihad islamique, surtout dans les grandes villes comme Jenin, Hebron et même Nablus. Et cela, souvent, en coopération avec des éléments extrémistes du Fatah. Et cela met en danger la stratégie du Hamas de prendre dans le futur, après Abu Mazen, le contrôle de l'autorité palestinienne. Donc, c'était les deux raisons principales. Il y a une autre raison aussi, parce qu'il y a déjà une amélioration de la situation de la population civile du fait qu'Israël permet le travail de au moins 15 000 personnes de Gaza en Israël. Cela a amélioré la situation économique et la liberté de mouvement, même par exemple pour la pêche dans la mer. Et donc ces trois raisons étaient suffisantes
pour le Hamas de ne pas ne pas s'allier au djihad islamique pendant cette période. Ça, d'ailleurs, ça a été la situation aussi il y a 2 ans, en novembre 2019, pendant l'opération qui s'appelait Ceinture Noire. Là aussi, Israël avait tué le chef du commandement nord du djihad islamique et le Hamas n'a pas intervenu. C'est intéressant que Yahya Sinwar, qui est le chef militaire et civil d'ailleurs à Gaza, n'a pas commenté, n'a pas dit un mot pendant toute cette période du conflit. On a beaucoup parlé la semaine dernière lorsque l'on attendait, on était dans une situation d'expectative de la part de la population, en particulier du pourtour de la bande de Gaza, de la force de dissuasion d'Israël et que cette force de dissuasion, elle était affectée. Vous pensez qu'aujourd'hui, après les opérations, on va dire même chirurgicales, les éliminations ciblées de la direction militaire du djihad, cette force de dissuasion, elle a été restaurée et quelque part, cela va avoir un effet aussi sur le Hamas pour le mettre en garde contre une éventuelle volonté d'attaquer Israël prochainement? Le Hamas est déjà, depuis l'opération de l'année passée, en mai de l'année passée, dissuadé parce qu'il a perdu beaucoup de assets, c'est-à-dire de ressources, surtout militaires, et aussi parce qu'il doit reconstruire Gaza. Et du fait qu'on a détruit une grande partie de l'arsenal et aussi les commandants du djihad islamique, ça renforce la situation générale envers Gaza. Mais clairement, sur le plan stratégique, c'est un changement pour le moment mineur. On va voir comment ça se traduit après le cessez-le-feu et surtout les relations entre Hamas et le djihad islamique sur le terrain. Et si on ouvrira du nouveau Gaza à l'activité civile et à la coopération, disons, avec la population civile de Gazaoui, ça peut influer au plus long terme. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est aussi relié à l'activité iranienne, qui justement, ce jour-ci, doit décider s'ils acceptent l'accord nucléaire que les États-Unis et l'Europe leur proposent. Et ils tentent dans le même temps de déstabiliser Israël, tant dans le sud, mais peut-être même dans le nord. Alors justement, je voulais parler du nord. Sur les recherches de gaz d'Israël à Karish, et ça pourrait être un nouveau front. Mais peut-être ça a influencé déjà. Alors justement, Elie, on pensait... Voyons ce qui s'est passé à Gaza. Oui, justement, on pensait aussi, on parlait parmi les multiples fronts auxquels l'État d'Israël est confronté, on disait que va faire le Hamas, que vont faire les habitants palestiniens de Cisjordanie, que vont faire les Arabes de Jérusalem, et on disait aussi que va faire le Hezbollah. Or, on voit que tout ce monde-là est resté très calme pendant cette opération. Ça veut dire que finalement, là aussi, la force de dissuasion israélienne, c'est-à-dire on est bien conscient que l'on dispose, que l'armée israélienne, que le Shin Bet dispose d'informations très précises dans tous ces domaines. Je crois que le plus important, c'est ce qui s'est passé ou ce n'est pas passé dans les villes israéliennes où il y a des populations mixtes. Contrairement à ce qu'il y a eu en mai 2021, il n'y a presque pas eu d'incident sérieux. Et cela signifie qu'il y a un changement d'atmosphère quand même. Il y a un changement parmi la population palestinienne, parce que peut-être la coopération avec le parti de Mahmoud Abbas, de Mansour Abbas, pendant la coalition, la dernière coalition de cette année, peut-être cela aussi a influencé la tranquillité de la population arabe dans les grandes villes. En ce qui concerne le Hezbollah, l'arsenal et les qualités, disons, des combattants du Hezbollah est complètement différente, mais eux aussi dépendent enfin de la stratégie iranienne. Parce que je crois que la seule possibilité que Hezbollah décide d'attaquer Israël serait, en cas de décision iranienne, d'avancer, de ne pas signer l'accord et d'avancer leur projet nucléaire militaire. Et ils préféreront que, disons, l'instabilité sera provoquée par une guerre du nord d'Israël. Et le Hezbollah, ça a été toujours l'outil principal, tant sur le plan des missiles, l'arsenal énorme de missiles de Hezbollah,
missiles précis, mais aussi la force terrestre qu'ils ont construite pendant les dernières années, surtout qui a été s'est exercée beaucoup dans le conflit civil en Syrie. Eh bien, docteur Eli Carmon, merci beaucoup pour toutes ces explications très précises donc sur les répercussions de cette opération Aurore, donc opération israélienne dans la bande de Gaza, ces multiples répercussions auprès des multiples ennemis de l'État d'Israël dans les environs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous, bonne journée.